Dans 17 jours, nous passons aux urnes. Dans 17 jours, nous voterons pour ceux qui nous représenteront à la collectivité territoriale de Guyane. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce Politique.Guyane spécial CTG. Aujourd'hui, nous recevons, et durant encore 2 semaines, tour à tour, tous les candidats à cette élection. José-Charles Nicolas, bonsoir. José, comment sont organisés ces débats? Alors oui Nadine, 4 listes représentées 2 fois par semaine à compter de ce soir et dans notre studio. Alors 4 représentants de liste, d'autant que chaque tête de liste a le choix d'être présent sur le plateau ou tout simplement de se faire représenter par le colistier de son choix. C'est d'ailleurs le cas ce soir, comme vous vous en rendrez compte. 4 invités donc, Nadine. Oui, on commence par Madame Muriel Icaré-Nourel. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Vous conduisez la liste de l'Union de Guyane. Tout à fait, l'Union Guyane. L'Union Guyane, merci d'être avec nous. José Gaillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur la liste Cultiver la Guyane, conduite par Chantal Berthelot, et vous êtes 2e de la section des Savanes, 3e, je crois. 2e. Jean-Étienne Antoinette, bonsoir. Alors vous êtes sur la liste Guyane de toutes nos forces, liste conduite par Lynn Létard, et vous êtes à la tête de la section des Savanes. Vous êtes donc le concurrent direct de José Gaillou. Quelque part, on en reparlera. On en reparlera. Enfin, Atis Jaïr, bonsoir. Vous êtes sur la liste pour une Guyane audacieuse, 3, conduite par Alain Tienlong, et vous êtes en 3e position sur la section de Cayenne, c'est bien ça? C'est bien ça, bonsoir. Alors bienvenue encore à tous les 4 et merci de venir jouer le jeu de Politique.Guyane. Et on commence, José, par évoquer un sujet d'actualité, l'état d'urgence. Vous en avez tous entendu parler, évidemment. Depuis ce matin, 0 heure, il est aussi en vigueur chez nous jusqu'à fin février. Restriction de liberté, plus de surveillance aux frontières, contrôle renforcé. Mais bien des questions se posent, José. Oui, toute simple, hein. Madame, messieurs, ces mesures sont-elles adaptées à la Guyane? Bien, écoutez, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je crois Allons-y. Aujourd'hui, à Irakubo, la messe a été dite. Il y a une saisie de cocaïne de 7 kilos qui n'aurait peut-être pas eu lieu si l'état d'urgence n'existait pas. Donc on se rend véritablement compte qu'un contrôle complémentaire à ce qui existe déjà est bien nécessaire. Sauf qu'apparemment, a priori, le contrôle n'était pas fait pour ça, exactement, précisément. Est-ce qu'on n'aurait pas pu décider cela plus tôt compte tenu du contexte guyanais, tout simplement? Certainement. Peut-être pas décidé pour ça, mais néanmoins, il y a eu quand même une saisie. Vous y voyez un résultat? Exactement, et c'est ce qui compte. Cette saisie permet quand même de protéger un certain nombre de personnes qui vivent sur le territoire. Les autres, qu'en pensez-vous? Les aides d'urgence en Guyane, Monsieur Gaillou. Cette situation découle de ce qui s'est passé ce week-end. C'est l'occasion aussi pour nous de présenter nos condoléances aux parents et aux personnes qui ont subi ces violences, puisqu'il y a même des Guyanais aussi qui ont été touchés. Et qui sont très choqués encore. Sont très choqués. Tout le monde a été choqué, même nous, en étant très loin par rapport aux images et ce qui s'est passé, tout le monde a été choqué. Nous avions décidé d'arrêter notre campagne le soir même, puisqu'il était, je crois, futile de parler de politique et de nos campagnes et de nos petites guerres intestines ici en Guyane, même si par rapport à la démocratie, il y a des choses importantes pour l'avenir de la Guyane. Mais là, nous sommes dans une situation mondiale. Je l'ai rappelé plusieurs fois. La question est la suivante, hein, c'est l'adapter à la Guyane. Adapté ou pas, mais nous sommes dans un contexte mondial aujourd'hui de guerre avec Daesh. On ne sait pas où ces gens-là vont frapper. On sait qu'il y a des réfugiés qui sont passés par la Guyane à un moment pour aller vers l'Allemagne. On ne sait pas qui ils sont. Sont-ils adaptés? Je ne sais pas, mais il faut être quand même vigilant aujourd'hui par rapport à ce qui s'y passe. Ça donne plus de pouvoir aux forces de l'ordre, bien évidemment, mais il faut quand même être vigilant. Bon, après, on a toujours le débat de savoir la restriction des libertés. Quand on nous demande aujourd'hui de faire plus d'efforts sur le réchauffement climatique, on n'est pas forcément volontaire, mais quand il y a quelque chose qui touche à notre vie et qui peut porter atteinte à notre intégrité physique, on est prêt. Même le barrage d'Irakubo, Mme Icaré en parlait à l'instant, on sait que certains Guyanais rechignent à présenter leurs papiers quand ils arrivent à ce fameux barrage d'Irakubo. Oui, mais certains, les mêmes, se félicitent quand il y a des prises de drogue comme ce matin. Il y a eu des débats à l'époque où les gens de Saint-Laurent trouvaient que ce barrage posait problème parce que les brigands restaient à Saint-Laurent. Après, quand c'était ouvert, on a dit qu'il fallait faire des brigades volantes, mais ça servait à rien. Et puis ceux de Kourou se plaignaient. Et puis à un moment, il a fallu remettre. C'est une situation qui est compliquée parce que on retrouve la même chose sur Bélizon.
Mais je crois qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre un moment que nous sommes aussi en Amérique du Sud, en Amazonie, avec des situations qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France, mais nous sommes français, donc nous devons aussi, bien évidemment, appliquer les règles qui sont données par le gouvernement et qui s'appliquent à tous les Français. Adapté, pas adapté, messieurs, oui ou non? Il est certain qu'il y a un sentiment qui est diffusé dans la population par rapport à l'événement qui s'est passé. Tout le monde a les yeux rivés sur son poste de télévision depuis maintenant 3 jours. Et qu'on le veuille ou non, ce sentiment d'insécurité s'empare de la population. Maintenant, à savoir que cet état d'urgence, qu'il soit modulé peut-être dans le temps, je crois que c'est cette adaptation-là qu'il faudra par rapport à la Guyane, puisque l'on sait que effectivement il y a un point stratégique avec la base spatiale, mais qui est déjà bien protégée. Donc je pense que c'est plus dans le temps qu'il faudra savoir moduler cet état de fait. Quand on est en responsabilité, il y a des décisions à prendre. Imaginez l'inverse. S'il n'avait pas étendu... C'était le cas au départ. On disait que ce n'était pas nécessaire, c'était peut-être pas encore la peine. Et on avait déjà entendu quelques voix qui s'est dit pourquoi pas la Guyane, pourquoi pas l'Outre-mer. Et donc je crois qu'effectivement la Guyane fait partie des régions de France, certes situées sur un continent sud-américain, mais nous appartenons au monde, nous appartenons effectivement à cette guerre qui aujourd'hui s'exprime sur le territoire de la métropole, mais qui forcément impacte le quotidien des Guyanais et pour ne pas dire donc de tous les Français. Et c'est pour cette raison que très tôt, notre tête de liste, Lynn Létard, avait décidé justement de faire cette pause durant ce week-end parce qu'il fallait exprimer sa solidarité avec les familles qui étaient endeuillées, parce qu'il fallait exprimer sa solidarité avec les personnes qui avaient subi justement ces actes de barbarie. Et donc ça s'exprime aussi à travers des décisions qui étaient prises. Alors il y a tout ce débat effectivement avec les libertés de circulation, les libertés individuelles, comment concilier cela, mais qu'on est en responsabilité. Il y a un principe qui est fondamental, c'est celui qui consiste à protéger de façon collective justement les individus. Hors espace Schengen, la question des frontières, nos frontières telles qu'elles sont, telles qu'on les connaît, est-ce que cela a une utilité quelconque? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que ça peut servir à quelque chose? Une quelconque efficacité en tout cas. Mais effectivement, c'est une prise de conscience. Il s'agit de dire aux citoyens que durant quelques semaines encore, la France va subir des attentats. La France est en danger. Et la Guyane aussi n'est pas épargnée. Donc vous dites comme le général Lucas qu'on ne sait pas, le fait n'est pas de savoir combien, mais quand? Le fait est de savoir est-ce qu'effectivement il n'y a pas une prise en compte, conscience plutôt, collective. Et chaque citoyen doit effectivement s'armer pour se dire le danger peut nous guetter dans un coin de rue. Mais nous espérons... Vous êtes bien s'armer. Pardon? Vous êtes bien s'armer. Bien s'armer, oui. S'armer, ça veut dire c'est à travers ce comportement, c'est effectivement être vigilant. Oui, pas physiquement. C'est pas physiquement, c'est compris, mais quelquefois, il faut apporter des précisions et je suis là pour ça. Donc oui, je crois que si on n'avait pas inscrit la Guyane dans ce schéma national, on aurait dit voilà, on oublie la Guyane. La décision a été prise, restons vigilants parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, l'état d'urgence a été décrété jusqu'à fin février, pour 3 mois. État d'urgence qui peut être renforcé. En cas de renforcement, si vous êtes aux affaires, seriez-vous prêt à supprimer le carnaval? Je ne sais pas si c'est la présidente de la CTG qui va annuler le carnaval. Il y a une situation de fait, d'urgence. Vous pouvez avoir votre mot à dire quand même. On aura notre mot à dire, mais décisions à prendre. Attendez, on vient de dire une situation aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on ait aussi la conscience, la culture de ce qui peut se passer. On a l'impression à un moment que ça ne pouvait pas arriver à la France. On entend aujourd'hui quand même le mot guerre. Nous sommes en situation de guerre. Ça veut dire que la France est en guerre, nous aussi, ce n'est pas la même guerre. Mais il faut quand même se rendre compte, à un moment, il faut que la population prenne conscience des réalités de ce qui se passe au niveau du monde. C'est comme par rapport aux risques naturels, on n'a pas encore la conscience et la culture des risques. Comment faire si demain, il y a des inondations? Et là, on est dans la même situation. Il faut s'y préparer. Il ne faut pas dire que ça ne nous arrivera jamais. Il faut faire en sorte que si... On essaye que ça ne nous arrive pas. Alors, sur la question, la question du carnaval, c'est un point sensible. C'est-à-dire que dans le cas d'un état d'urgence renforcé, vous êtes en responsabilité. On peut en arriver à ça?
Mais si un état d'urgence renforcé, automatiquement, les pouvoirs publics demanderont à ce qu'il n'y ait pas de rassemblement, il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de rassemblement sur la voie publique, pas de défilé. Donc, je vois ça va de soi et que automatiquement, il après, ça dépend si, pour l'outre-mer, on fait des caricatures. C'est une caricature un peu simpliste. Derrière ça, vous voulez dire que les Guyanais ne peuvent pas se passer du carnaval. On ne veut rien dire du tout, on vous pose des questions. Je m'exprime. On vous pose la question, monsieur Antoinette. Vous pouvez considérer que c'est une caricature, mais la question est légitime. Je peux m'exprimer. Je veux dire, derrière ça... Un des plus gros rassemblements en Guyane, c'est bien le carnaval. Je ne peux pas accepter cette caricature. Ça veut dire que derrière ça, les Guyanais ne peuvent pas se passer du carnaval, ne peuvent pas se passer de la Noël, ne peuvent pas se passer de fêtes. Donc je crois que la question est plus sérieuse que cela. Quand on est en responsabilité, quelle est la réponse ? Quand on est en responsabilité, nous avons cette obligation d'apporter une protection collective auprès des individus. Et s'il faut supprimer le carnaval, il faudra le faire. Mais il ne faut pas, me semble-t-il, pousser cette caricature un peu simpliste, parce que derrière ça, je l'entends bien. On dit les Guyanais ne peuvent pas se passer du carnaval, les Guyanais ne peuvent pas se passer de fêtes, les Guyanais, etc. Et on aurait pu dire aussi, faut-il organiser ces élections ? Oui, c'est ça. On aurait pu dire aussi, faut-il fêter Noël, faut-il fêter Pâques, faut-il aussi se rassembler, etc., etc. Donc je crois que moi je me refuse. Non, mais les rassemblements publics. Voilà, on parle de non, moi je voulais simplement dire, alors c'est très bien, levons ce doute, arrêtez de dire que les Guyanais ne pensent qu'à s'amuser. Je tiens à le dire. Moi, je le dis. Je préfère de le dire. Complètement différent. Je pense que tout élu que nous sommes et que nous serons doit prendre ses responsabilités. Nous devons protéger les biens et les personnes qui nous entourent. Donc moi, je pense qu'il est tout à fait normal, et je crois que les Guyanais le comprendraient, entreprendre vraiment un risque, rentrer dans un danger qu'on ne pourrait pas assumer par la suite et se priver d'un amusement passager qui revient tous les ans. Je crois qu'il n'y a même pas à discuter là-dessus. Les choses sont claires. Maintenant, évidemment, et je m'inscris dans une dynamique qui s'approche plus de « voyons comment les choses vont évoluer ». Voyons avec le temps comment nous allons appréhender ce passage un petit peu difficile que nous vivons en ce moment et qui est encore à vif, je dirais. Mais il est bien évident qu'entre voir nos compatriotes touchés, comme on le voit en métropole actuellement, et se priver d'un loisir que nous partageons tous et que nous affectionnons tous, je crois que les choses sont quand même très claires. Bien. Alors, en clair, serez-vous prêt à assumer une telle décision ? Oui, non, qui ? Mais s'il faut l'assumer, on l'assume. En tant que maire, j'ai déjà pris des arrêtés pour l'interdiction aux jeunes de circuler au-delà de 22 heures. Donc oui, quand on est en responsabilité, il faut prendre les mesures adaptées. Mais après, il faudra analyser la situation. Messieurs, dames, autre sujet d'actualité, la nouvelle est tombée hier. Le préfet de Guyane a écrit au gouvernement et lui a dit en clair que le Conseil général aujourd'hui n'a plus les moyens de payer le RSA. Cela signifie que certains foyers guyanais risquent de ne pas pouvoir profiter des fêtes de Noël, vous en parliez à l'instant. Et là, je pose la question sans caricature, monsieur Antoinette, on a le droit de parler de Noël, on est d'accord, hein, vous nous autorisez ça? Alors, encore donc... on peut dire qu'ils auront des difficultés peut-être à acheter des aliments, ils auront des difficultés peut-être à acheter des fournitures et à profiter des fêtes de Noël pour leurs enfants aussi, et je ne pense pas que ce soit caricatural de le dire aussi, parce que c'est un moment où on sait à quel point il est de partage, à quel point il peut être difficile et douloureux pour certaines familles de ne pas pouvoir en profiter. Question, José. Aveu d'échec, oui ou non, du Conseil général? Non, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est le Conseil général qui répond là, on l'entend bien tout de suite. Oui, non, qui réagit. Qui réagit. Cela fait maintenant 4 ans que le Conseil général ne cesse de dire que les dotations concernant toutes les solidarités, les occasions de solidarité ne sont pas du tout à la hauteur de ce que nous dépensons. Imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes entre 2011 et 2014, concernant les dépenses du RSA, nous sommes passés de 92 millions à 132 millions. Alors, 4 ans que vous le dites, c'est aujourd'hui que le préfet écrit. Bon, attendez, je continue. Ensuite, concernant les recettes, nous sommes passés de 86 millions à 96 millions. Ça veut dire qu'il y a un différentiel de 30 millions. Depuis 3 ans, il y a entre 20 et 25 millions de différence entre les dotations et les recettes que doit employer le Conseil général pour pouvoir pallier cette insuffisance. Rappelons qu'il y a depuis l'année dernière, que le Conseil général avait déjà posé avec plusieurs conseils généraux le principe de constitutionnalité concernant cet état de fait pour les dotations pour cette allocation. Il n'y a pas eu de réponse.
Le mois dernier, le 15 octobre, il y a eu la réunion de l'ADF, de l'Assemblée de France, avec M. Bussereau, qui est le président, et a été envisagé justement devant le fait qu'il y a maintenant 10 départements qui sont dans le rouge. Aujourd'hui, le Nord, le Pas-de-Calais, la Martinique, la Réunion et d'autres départements ne sont pas capables de payer le RSA au mois de novembre. Suite à cela, Mme Maryse Lebranchu et Mme Marisol Touraine ont donc demandé à ce qu'il y ait une aide exceptionnelle qui soit accordée à certains départements, mais qui répondait à certains critères de bonne gestion, sans entrer dans ce cadre-là le Conseil général. Donc il ne s'agit pas d'un aveu d'échec, il s'agit d'un problème de dotation concernant une allocation qui ne fait que grandir et dont l'écart ne peut pas être assuré par le Conseil général dans ses missions légales. Vous avez répondu à Tidjaya pour le Conseil général. On pose la question à nos 3 autres invités. Pour vous, est-ce que c'est un aveu d'échec du Conseil général? Monsieur Gaillou. Oui et non. Non par rapport à ce que vient d'expliquer Tidjaya, qui est un conseiller général, et on connaît ces difficultés entre l'État et le Conseil général sur cette compétence. Effectivement, le Conseil général doit payer par rapport à des sommes qu'elle ne reçoit pas. Aveu d'échec, de notre côté, je dirais, pour reprendre l'actualité politique, on a entendu l'alliance Bertrand-Tianlong, et Bertrand a annoncé que Tianlong est le meilleur interlocuteur par rapport à l'État. C'est le seul qui peut aller face à l'État réclamer un certain nombre de choses. Et donc, l'échec est un peu celui-là aujourd'hui de dire, mais depuis 4 ans, il y a cette difficulté-là. Si c'est le meilleur interlocuteur, pourquoi ce meilleur interlocuteur n'a pas réagi? Il y a 40 départements, M. Gaillou, qui sont de le Non, mais je parle de la Guyane. Non, mais je parle... la Guyane n'est pas le seul département dans ce cas-là. Non, mais je ne si parle c'était pas la Guyane, des j'aurais autres. pu dire que M. Alain Tchengdong n'est pas un défenseur. Je ne parle pas des autres, mais il y a 40 départements qui actuellement sont de ce cas-là. Et ensuite, il faut dire que le RSA, M. Gaillou, dépend de situations sociales difficiles qui découlent de l'économie. Or, eh bien oui, mais le Conseil général n'a pas... Non, le Conseil général n'a pas justement la matière économique afin de pouvoir justement faire baisser le RSA qui sont des gens qui sont frappés par la violence économique. Donc c'est pour cela qu'au moins il est légitime. Là, c'est le préfet qui monte au créneau et qui dit... Mais c'est parce que je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Pourquoi ce n'est pas le président du département qui monte au créneau pour nous parler d'une situation? Parce que là, il y a eu l'Assemblée des départements de France, je vous ai dit le mois dernier, et qu'il y a 10 départements qui ne peuvent plus assurer le paiement du RSA comme le Conseil général. On va laisser finir de s'exprimer M. Gaillou sur cette démonstration. Non, mais il y a quand même une inquiétude à avoir quand on sait que dans quelques jours, nous allons voter pour cette nouvelle collectivité. Nous savons qu'elle n'aura pas plus de financement que ce que à la région, puisque c'est une addition avec le département, on peut être inquiet quand même. Alors, je vous pose la question, M. Gaillou. Demain, vous êtes aux affaires, vous êtes à la majorité de la CTG. On entend les explications d'Atis Jaïr, on entend les explications, on a lu les explications du préfet de région. Qu'est-ce qui va faire que vous pourrez réussir là où eux, pour l'instant, n'ont pas tout à fait réussi? Mais il faudrait établir peut-être d'autres relations aujourd'hui avec ces relations peut-être que vous avez avec le département, travailler avec d'autres réseaux pour faire comprendre cette situation de fait. En tout cas, c'est une situation qui dure depuis très longtemps. Alors, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Et je pense qu'on aurait dû avoir cette vérité bien avant, pas la veille des élections. La problématique du BRSA, on la connaît depuis longtemps. Je crois que ce n'est pas un scoop qu'on a entendu aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une annonce qui est faite par un préfet. Et c'est vrai que le fait que ce soit le préfet de région qui l'annonce est un peu inquiétante, puisqu'on aurait effectivement aimé l'entendre du président du Conseil général. Néanmoins, sur le fond, je pense que les 2 élus qui nous représentent aux 2 collectivités majeures n'ont jamais caché les problématiques inhérentes au manque de budget qui concerne la Guyane. Et pour le BRSA, vu que les BRSA, les bénéficiaires du RSA sont en quantité et malheureusement de plus en plus importante, exponentielle, je crois qu'il serait quand même malvenu. Donc ce que vous nous dites, c'est que le constat, ok, on le connaît, mais qu'aujourd'hui on s'est obligé de passer par le préfet, ou que ce soit le préfet qui soit obligé de monter au créneau. Ça veut dire que finalement, les élus ne parviennent pas à jouer leur rôle. Je trouve ça gênant. Alors est-ce que c'est la période qui fait que ce soit le préfet de région qui se soit exprimé? Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on aurait souhaité quand même que cette information nous vienne de nos élus. En tout cas, pour faire mieux, comment comptez-vous procéder?
Il est clair que le problème du BRSA est un problème qui est extrêmement difficile à gérer, puisque chaque mois, et je crois que M. Hati Jaïr peut aller dans mon sens, il y a de nouveaux bénéficiaires. De nouveaux bénéficiaires pour lesquels nous n'avons pas de réponse ni au niveau des financements, ni au niveau de l'activité professionnelle inhérent à ce statut. Donc, il n'y a pas de baguette magique, il y a tout simplement un besoin de financement supplémentaire. Il ne faut pas oublier que le BRSA, ce n'était pas géré par le Conseil général il y a quelques années et que c'est une nouvelle compétence qui est tombée dans l'escarcelle de la collectivité. Je crois que c'est... Et qui tombera dans celle de la CTG. De la CTG demain, avec certainement de nouveaux bénéficiaires, malheureusement. Oui, non, en fait, j'en assiste à un petit spectacle où M. Gaillou dit que M. Tseng-Lang ne serait pas l'homme de la situation parce qu'il n'a pas su défendre ce dossier. Je pourrais ajouter que peut-être aussi ils ont fait appel à M. le préfet parce que Mme Berthelot, en tant que parlementaire, n'aurait pas forcément joué son rôle également. Vous avez été parlementaire, vous attendez, je peux terminer. Je peux vous rassurer tout de suite que mais je peux vous dire quand même que M. Alain Tseng-Lang n'a pas besoin de M. Berthelot, pour pouvoir défendre sa position. Mais il a besoin du préfet, peut-être. Je vous écoutais tout à l'heure. Mais justement, laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Pour l'instant, je suis resté sage. Observez-le quand même. Donc, continuez à rester sage, on vous écoute. Je poursuis. Mais globalement, quand on regarde durant les 2 dernières années, les derniers événements, il y a une absence totale des élus par rapport aux revendications. Les socioprofessionnels se sont déplacés à Paris. On n'a pas entendu les élus, justement, accompagner ces socioprofessionnels et être le porte-parole des difficultés économiques et sociales de la Guyane. Les dernières manifestations auxquelles on a pu assister, ce fut également le même constat, l'absence totale des élus qui sont en responsabilité aujourd'hui et qui, aujourd'hui, ne portent pas les revendications. Et qui a le levier économique. Qui a le levier économique. Attendez, je vous dis qu'il y a le levier économique. Et aujourd'hui, ne portent pas au plus haut niveau les difficultés sociales et économiques de la Guyane. Et ce sont ces mêmes élus qui, durant la campagne, nous disent « tout va bien ». Ils font campagne en disant « à la région, tout va bien ». Quand on regarde les chiffres du chômage, quand on regarde, vous rappelez tout à l'heure, M. Hati Jaïr, l'augmentation du budget par rapport au RSA. Et on fait campagne en disant que la situation économique et sociale se porte à merveille. Votez à nouveau pour nous, parce qu'effectivement, nous sommes les personnes les mieux placées pour proposer un programme de développement économique, un programme de développement social. Donc, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est que la réalité, il faut dire à la population que la Guyane traverse une crise économique et sociale. Alors peut-être... Ça veut dire, M. Antoinette, que quel que soit l'élu, les problèmes seront les mêmes et que personne ne pourra les résoudre. La situation, c'est là aujourd'hui. Nous sommes en crise économique et sociale. Quand les personnes passent sur les plateaux, ils ne disent pas la même chose. Ils disent qu'ils ont des budgets excédentaires, ils disent que la croissance existe, ils disent que tout va bien. Nous rappelons que la situation de la Guyane continue justement à être de plus en plus difficile. Que faire ? Il y a de plus en plus de jeunes qui sont effectivement à la recherche d'un emploi. Il y a de plus en plus de jeunes. Alors sur la question précise du RSA. Il y a de plus en plus. La question du RSA. La question Conseil général à la question sociale. Si le plateau social est en train de s'affaisser, c'est parce que du côté économique, ce plateau ne rend pas justement le service pour pouvoir rééquilibrer cette balance. Le Conseil général a toujours dénoncé justement cette insuffisance de la question posée aujourd'hui, messieurs, aujourd'hui sur le RSA, elle est simple. On voit aujourd'hui un préfet qui monte au créneau. Nous demandons certains disent qu'il est sorti de son droit de réserve. Oui. Certains le disent. Si vous le voulez, on a eu l'occasion de le dire nous aussi. Moi, la question que je vous pose, c'est qu'on a un préfet aujourd'hui qui monte au créneau, on est d'accord. On a des élus en Guyane qui réclament plus de compétences, plus de responsabilités. Est-ce que ça veut dire que quand on sera aussi dans le cadre de la CTG, il faudra pour certains dossiers attendre que ce soit le préfet qui monte au créneau? Mais alors moi, je tiens à apporter une précision, car suite à la réunion concernant l'ADF, l'Assemblée des Conseils généraux de France, et avec le gouvernement, une étude a été faite pour le premier trimestre afin
on puisse renationaliser le RSA, c'est-à-dire que l'État puisse reprendre les allocations RSA. Donc rétrocéder la compétence. Ils reprennent l'APA, qui est donc l'allocation personnalité d'autonomie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au moment où on réclame des compétences, d'en rendre d'autres? La PCH, oui, mais quelle est cette compétence lorsque vous donnez simplement la possibilité de payer des gens lorsqu'ils sont dans des dispositifs sociaux? Quelle manette que vous avez en ce qui concerne le développement d'un pays, car vous développez pas un pays dans un dispositif social. Le RSA, vous développez un pays en payant une allocation pour les personnes âgées. Les personnes âgées ont besoin d'une allocation pour pouvoir être mieux dans leur vie quotidienne. Mais vous ne construisez pas une politique avec un dispositif du RSA. Vous construisez un pays en le développant économiquement. Pas d'assistanat. Non, il ne s'agit pas d'assistanat. Et peut-être que c'est là qu'on commence à rentrer dans les analyses critiques par rapport au RSA. À côté du développement économique, qui est fondamental, durant plusieurs années, mais même les pays les plus capitalistes le font, il y a le développement social. Ça veut dire que faisons-nous réellement de ce budget du RSA? Comment on inscrit ces personnes qui sont à la recherche d'une insertion sociale, certes, mais également économique avant tout, dans un parcours d'insertion? Je pense qu'il faut revoir l'utilisation de ces budgets, il faut revoir la question de la formation. Comment ces RMI, maintenant RSA, qui souvent, qu'est-ce qu'on constate, qui vont dans des dispositifs de formation qui ne sont pas adaptés, très souvent. Ça relève, me semble-t-il, de la compétence ou de la région ou du Conseil général. Du Conseil régional. Vous savez très bien. Du Conseil régional à la formation. Je poursuis. Régional. Non, mais attendez, je poursuis. Non, mais il faut parallèlement, il faut que les téléspectateurs soient bien au courant. La formation revient au Conseil régional. Donc l'objectif du RSA, c'est comment permettre à ces jeunes, à ces personnes, pas tout le temps des jeunes, ces adultes qui sont dans une situation sociale, les accompagner dans un dispositif d'insertion. Et donc, se pose la question de la formation, je disais. Là, par contre, c'est un aveu, effectivement, d'un échec au niveau de la formation. C'est un aveu également parce qu'on n'arrive pas à faire ce public qui est de plus en plus nombreux à passer d'une situation sociale vers une situation d'insertion par l'activité économique. Là, effectivement, on est d'accord, mais les chantiers d'insertion sont faits par le Conseil général. Mais après, il faut pérenniser les emplois. Donc, il faut une activité économique qui soit portée. Il n'y a pas que l'économie. Je crois que là-dessus, avec Jean-Étienne, je suis d'accord avec vous. À côté du développement économique, il faut qu'il y ait du développement social. Et il ne faut pas comprendre que le développement social, c'est de l'assistanat. Le développement social est fondamental à côté du développement économique. C'est aussi de l'aide aux plus nécessitaires. C'est pas simplement de l'aide, c'est inscrire ces personnes dans des processus de formation. Il faut malgré tout, aujourd'hui, un nouveau projet de société. Ce projet de société, on parle de l'économie, on ne va pas dire c'est la région pour l'économie et puis le Conseil général que le social. On est dans une autre approche de nouvelles collectivités. Oui, on parle de la cité. Donc maintenant, il faut qu'on soit dans un projet qui soit novateur. Il faut que nous soyons dans un positionnement volontariste également sur l'avenir de ce pays-là et notamment sur l'avenir des jeunes, puisqu'il est constitué majoritairement de jeunes. Donc le problème du RSA est aussi, je dirais, une difficulté de personnes qui ont du mal à s'insérer. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et donc les politiques de formation, depuis plus jeune enfant, faire en sorte que chaque enfant puisse trouver une formation initiale, un métier, un travail, pour qu'on puisse accompagner l'économie également de notre territoire. Mais comment peut-on parler formation professionnelle et insertion et sans parler du tissu économique qui va avec? Est-ce que les négociations qui sont faites pour les créations de formations sont faites avec les chefs d'entreprise? C'est notre gros problème en Guyane. On met en place des formations, on met en place des remises à niveau, mais on ne prépare pas les jeunes aux besoins du territoire. Quand vous rencontrez les chefs d'entreprise, ils vous disent, moi j'ai eu l'occasion, on a besoin de journalistes, on a besoin de commerciaux, mais rien n'est décidé avec nous. Les actions de formation sont programmées par le conseil régional, mais ne sont pas programmées avec le tissu économique qui est prêt à les embaucher. Et c'est là qu'il faut discuter. Il y a un travail qui est fait par les collectivités, oui, mais est-ce que ce travail est fait avec les personnes qui sont censées embaucher quand on sait que les collectivités territoriales ne peuvent plus? Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Et l'Union Guyane et Malice, nous travaillons véritablement aux côtés des chefs d'entreprise pour préparer cette insertion professionnelle. Moi, je suis d'accord avec Mme Carré, car effectivement, le monde de l'entreprise doit être représenté. Il faut qu'il y ait un organe qui soit
aux côtés de la CTG, car ce sont eux qui sont les animateurs de l'activité économique et ce sont eux qui, justement, doivent être les meilleurs interlocuteurs de cette CTG. Et c'est la raison pour laquelle, je poursuis très rapidement, nous sommes dans une dynamique de créer une cellule qui sera donc coprésidée par des élus et par des chefs d'entreprise pour l'on discute véritablement des projets économiques porteurs, des métiers en tension pour ce département, pour permettre justement une intégration des jeunes et des moins jeunes qui sortiront donc des dispositifs de formation du BRSA, mais de tous les autres. Il faut absolument rapprocher et ne pas faire une scission entre le monde social et le monde économique. Je vais faire un point sur ça. Je vais faire un point sur ça, si vous me permettez. Un petit, oui. Tout petit point. Non, mais il s'agit de rapide le point. Non, mais il s'agit de positionner la CTG. Je veux dire, c'est fondamental. Je veux dire que, attention, on ne va pas faire un transfert quand même de compétences aux socioprofessionnels. Les socioprofessionnels, on les a entendus récemment. C'est eux qui font la politique, d'ailleurs. On les entend, mais est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous les écoutez? Entre entendre et écouter, il y a une différence. Mais quand ils se retrouvent dans la rue, les socioprofessionnels, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un déficit aussi au niveau des élus? Ce sont les socioprofessionnels qui font de la politique. Or, nous avons l'ambition... Peut-être parce que les élus leur laissent la place. Justement, nous avons l'ambition de dire... Il y a une carence à ce niveau-là. Merci. De penser, de dire ce que je disais tout à l'heure. Mais nous avons l'ambition de dire qu'effectivement, la CTG aura un rôle stratégique en matière d'orientation politique, parce que nous n'avons pas l'intention de fuir par rapport à nos compétences en matière de développeurs économiques. Nous n'avons pas l'intention non plus de fuir nos compétences en matière, nous allons plus loin, c'est une de nos propositions. La nouvelle collectivité territoriale aura pas simplement un rôle de stratégie économique, mais un rôle d'opérateur économique à travers la constitution de sociétés d'économie mixte dans des domaines qui sont porteurs en termes de développement économique. Nous avons la volonté de créer une société d'économie mixte dans le domaine énergétique parce que nous pensons que là, c'est effectivement un aspect fondamental par rapport à la transition énergétique et par rapport aux dernières régions. Dans la question, et c'est terminé, et vous connaissez également ma position sur l'activité aurifère. Je crois que là également, nous devons rentrer sous une forme de société économique mixte, comme également le logement. Antoinette, donc non, c'est pas simplement de dire, c'est pas simplement de dire que nous transférons nos compétences aux chefs d'entreprise. Non, nous endossons la responsabilité. Alors, c'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. Et on va juste dire quand même que les socioprofessionnels sont justement très engagés dans cette campagne, puisqu'on les retrouve sur l'ensemble de vos listes. Il faut clarifier les compétences. Aux uns et aux autres, messieurs, dames. Alors, on a parlé de l'état d'urgence, on a parlé du RSA. Je vous propose de changer de chapitre tout de suite. Alors demain, nous sommes le 20 novembre, la journée des droits de l'enfant, vous le savez. Selon une enquête du délégué ministériel à la sécurité routière, des enfants du collège et même certains enfants du primaire, donc des petits, des très petits, ont été régulièrement découverts sur le chemin de l'école avec un taux d'alcool positif, et ce, des taux le matin. Vous êtes tous en responsabilité d'enfants, vous êtes parents, vous êtes oncles et tantes. J'imagine évidemment que cette information vous impacte d'une façon ou d'une autre. Vous êtes surpris, mais José? En tout cas, on ne veut plus voir ça. Et lequel d'entre vous, ici présent, peut nous le garantir? Tout le monde peut le garantir. Nous avons des enfants, nous sommes responsables. On sait qu'en Guyane, il y a un gros travail à faire. Tout le monde peut garantir que demain, ça n'existera plus? Que les enfants aillent à l'école sans être alcoolisés? C'était ça la question. Qui peut garantir aujourd'hui que ça va s'arrêter? C'est la responsabilité des élus, c'est la responsabilité des parents. Et ça démontre ce qu'on disait tout à l'heure par le RSA, en parlant du RSA et autres, toute la restructuration de la société, puisque nous sommes une société jeune et les enfants sont les premiers qui sont en première ligne et ce sont les premières victimes de la violence sociale. Et donc, pour préparer une société de demain, il faut qu'aujourd'hui, qu'on soit absolument sur un projet qui accompagne ces enfants. Dans la santé, nous proposons, bien évidemment, ce sont des approches de prévention, d'éducation. Accompagner les familles, ne pas laisser les familles seules dans leur situation.
accompagner les enfants. Parce que si les enfants ont d'autres activités en dehors de ce qu'ils devraient faire, c'est qu'il y a une prise en charge qui n'est pas faite. Comment accompagner les associations également? On parlait tout à l'heure de social, mais aussi sur l'économie sociale et solidaire. Il y a un travail à faire. Nous proposons aussi... Vous étiez au fait de cette réalité? Moi, je travaille avec l'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance, et le Conseil général est impacté par justement les placements d'enfants lorsqu'il y a une violence sociale qui frappe ces enfants. Et il y a les familles d'accueil, puisqu'il y a près de 160 assistants familiaux qui accueillent des enfants, et le Conseil général... Les familles d'accueil en nombre très insuffisant. Et qui accueillent beaucoup plus d'enfants qu'elles ne devraient. Parce que justement, là encore, la déstructuration des familles font que bien souvent, les placements qui sont faits parfois par le parquet font que les familles d'accueil sont bien obligées d'accepter des enfants en nombre. Mais le Conseil général essaye, et nous avons encore voté dernièrement pour le recrutement de 30 assistants familiaux, qui sont, et moi je voudrais parler de ces femmes et ces hommes, les assistants familiaux qui sont en première ligne et qui bien souvent sont les premiers, dépositaires de l'éducation, car ces familles, ces femmes et ces hommes qui, accueillant des enfants qui ne sont pas les leurs, chez eux, ne sont pas les leurs. Moi, j'en connais qui, lorsque le matin, ils se lèvent, la porte qu'ils ouvrent, ce n'est pas la porte de leur enfant, mais c'est la porte de l'enfant qu'ils accueillent. Et ce sont des enfants qui, parfois, déséquilibrent leur propre famille. Et donc, moi, je tiens justement à vouloir mettre en valeur... Quand on vous entend, on a l'impression qu'ils rendent service à un métier. Ils sont payés pour ça, ces gens-là, c'est leur travail. Ils rendent service parce que... C'est normal qu'ils le fassent de cette façon. Au-delà de leur profession, il y a justement leur engagement éducatif qui fait qu'ils sont les premiers dépositaires dans des enfants qui sont parfois dans une violence sociale et qui n'ont pas de repères. Et ce sont ces familles-là qui, justement, leur permettent d'avoir des repères dans la société. Et donc, moi, je pense qu'il faut effectivement avoir plus d'actions de prévention envers les enfants, puisque il est certain qu'on rencontre de plus en plus dans l'environnement, car il ne faut pas se le cacher, même avec une éducation parentale la plus stricte, il y a encore d'autres apports qui sont des apports de l'école, des apports des amis, des camarades, et les parents se doivent d'être très vigilants en ce qui concerne cet apport pour ces enfants. Mais là encore, n'est-ce pas l'aveu d'un échec sociétal, tout simplement? On ne peut pas être toujours dans l'échec. On va laisser parler les autres. On va laisser parler les autres. Vous parlez des enfants qui sont en danger. L'ASE, on dit qu'il y a 2000 enfants qui sont concernés par l'ASE. Mais il n'y a pas 2000 enfants en Guyane. Et tous ceux qui réussissent, qui sont épanouis, qui connaissent des familles et des parents, qui justement les accompagnent. Monsieur Jaïr, si tous les enfants allaient bien, on n'aurait pas besoin de l'ASE de toute façon. Non, mais heureusement. Donc voilà, est-ce que l'ASE fonctionne bien à votre sens? Et est-ce qu'à votre sens aux autres, parce qu'on va laisser parler les autres aussi, est-ce que vous pensez que les choses fonctionnent comme elles devraient? Est-ce que tous les enfants qui sont en danger en Guyane sont accueillis, accompagnés comme ils le devraient? C'est un sujet extrêmement sensible. Pour répondre précisément à votre question, moi, en tant que parent d'élèves, de mère d'enfants également, c'est vrai que j'assiste souvent à des réunions. Malheureusement, on voit cette pauvreté sociale. On voit la détresse des mamans qui ont du mal justement à gérer, qui font un constat d'échec tout simplement de leur éducation. Et là, il y a véritablement un problème de société à régler. Je crois qu'on ne doit pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, surtout pas sur les mamans, surtout pas sur les familles. L'ASE joue un rôle. Moi, j'ai l'occasion de rencontrer des éducateurs spécialisés, des familles d'accueil, mais qui sont surchargées, il faut le dire aussi. Souvent, ces familles d'accueil accueillent 3, 4, 5 enfants. Et il est difficile de donner... C'est 3 normalement maximum, c'est ça? C'est pas évident. Oui, puisqu'ils ont leurs propres enfants, ils accueillent aussi des enfants. Voilà. Donc c'est une difficulté. Je crois qu'il ne nous appartient pas d'être dans le jugement, il nous appartient de faire un constat. Un échec social, oui, moi je le dis clairement, et malheureusement très peu de solutions à proposer à ces familles, puisqu'on sent véritablement que les mamans sont dépassées, les papas sont dépassés. Et dans le cadre de la CPG, est-ce qu'on va continuer à dire qu'on est dépassé? Ils appellent au secours. C'est ça la question. C'est vraiment un appel au secours. Non, mais je crois que... Oui, mais comment? En faisant quoi? C'est ce qui nous intéresse. D'accord, mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. C'est un échec, la question de l'enfance en danger. C'est un échec, la politique de la petite enfance. Tout simplement parce que, depuis quelques années, on fait du saupoudrage. On ne peut pas continuer à répéter sur le plateau, sur les différents plateaux, que plus de 50% de la population a moins de 20 ans et qu'on ne mette pas la priorité, justement, sur ces jeunes qui sont effectivement en danger. Je vais prendre 2 exemples et comment nous allons rectifier les choses.
si les électrices et les électeurs nous font confiance. Prenons le dispositif du contrat urbain de cohésion sociale. C'est un partenariat entre l'État, les communes, et théoriquement, la région et le Conseil général, donc la nouvelle CTG. Vous l'avez expérimenté à Kourou, à l'époque ? On constate, absolument, mais attendez, permettez-moi de vous dire la tendance. On constate que depuis les dernières générations, le Conseil général et le Conseil régional ne sont plus signataires du contrat urbain de cohésion sociale. Or, c'est justement dans ces politiques publiques sociales que nous développons des politiques de prévention auprès des familles, de politiques de prévention par rapport aux problèmes de l'alcool, politique de prévention à l'intérieur des groupes scolaires. Et donc, je crois qu'après, on va parler de problèmes de moyens. Mais justement, faire de la politique, c'est de prioriser les priorités. Alors, nous disons que c'est une priorité. Nous allons concentrer, nous allons flécher nos moyens par rapport à ces jeunes qui sont en difficulté, en faisant du partenariat, mais dans le cadre de ces contrats urbains de cohésion sociale, maintenant à l'échelle intercommunale, avec aussi l'État, avec la nouvelle CTG et aussi, bien sûr, avec les communes. Donc vous l'avez expérimenté à Kourou, c'est un succès selon vous ? Malheureusement, je vous ai dit que le Conseil général et le Conseil régional se sont retirés de ces contrats. Justement, c'est quoi sortir du dispositif commun ? Consiste à dire, nous identifions une priorité, nous concentrons nos moyens et nous appliquons des politiques publiques. Depuis quelques années, en particulier par rapport à des problèmes de prévention, ça reste sous la responsabilité de l'État et des communes, malheureusement. Non, pas de l'État et des communes seulement, car il y a des actions de prévention qui sont faites. Mme Muriel Icaré le disait tout à l'heure, qu'il y a des familles qui n'arrivent pas justement avec leurs enfants. Et le Conseil général, il y a l'action éducative à domicile. Il y a une centaine de familles qui donc ont confié leurs enfants au niveau de l'ASE parce que justement, ils n'arrivaient plus à pouvoir gérer leurs enfants, à pouvoir leur donner une éducation. Donc, il y a une action de prévention qui est menée par le Conseil général. Donc, je m'inscris en faux à ce que vous dites. Ça reste insuffisant à l'échelle de la problématique. Ça peut rester insuffisant, donc, mais il y a des actions qui sont menées. Mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'action, vous prêchez le faux. Ce n'est pas vrai. Je dis simplement, je vous le dis. Je dis simplement, et vérifiez-le, la région et le Conseil général ne sont plus signataires dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale. Ils interviennent dans des domaines particuliers, mais ils n'interviennent plus dans, justement, ce contrat qui doit réunir les différents partenaires parce que nous avons besoin, effectivement, de véritables politiques de synergie. Nous avons besoin de mutualiser les moyens parce qu'effectivement, la situation est grave. Et nous nous engageons par rapport à cette situation, avec Mme Létard, tête de liste, à rentrer en partenariat, à accompagner les communes et les intercommunalités et à devenir effectivement de façon plus forte par rapport au contrat urbain de cohésion sociale. On ne entend pas parler des associations. Quel est le rôle des associations ? Mais les associations se trouvent à l'intérieur de ces contrats urbains de cohésion sociale. De prévention, il y a une convention qui est signée avec l'association Fourca et c'est elle qui justement prend en charge ces enfants. Donc, parce que certaines aussi se sont retirées au fur et à mesure, tellement les situations... Oui, il y a quand même une responsabilité de chacun. Tout à l'heure, vous disiez, la question était, qu'est-ce qu'on fera ? Est-ce que c'est un aveu d'échec ? On peut constater que c'est un aveu d'échec parce que chaque acteur, à son niveau, n'a pas fait son travail. Qu'il s'agisse de la famille, voire des responsables politiques. Alors nous proposons une conférence sociale annuelle pour travailler un petit peu dans le sens, vous disiez tout à l'heure, Jean-Étienne Antoinette, pour travailler avec les maires au plus proche du territoire. Il faut qu'il y ait des conventions, des contrats territoriaux avec les collectivités infra. Il y a un travail à faire aussi avec les associations. J'ai dit tout à l'heure les associations de l'économie sociale oui, voilà, économique et sociale, parce que ces associations-là aussi créent de l'emploi, participent au maillage, je dirais, un petit peu du territoire au niveau social, au niveau des quartiers. Ils ne sont pas forcément reconnus. D'ailleurs, ils ont sorti un manifeste, je ne sais pas si tous les candidats les ont reçus. En tout cas, nous les avons reçus. Nous avons même pris l'engagement de nommer un délégué à l'économie sociale et solidaire pour travailler avec les associations, pour répondre aussi en partie à ces questions-là. Mais c'est un problème de société, on le voit bien. Ça concerne aussi bien les problèmes d'économie, d'emploi. C'est pareil, au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, en Guyane, il n'y a pas un plan régional pour l'emploi. Nous nous engageons, nous, dès que nous serons aux commandes, à mettre en place un plan régional de l'emploi avec l'ensemble des partenaires. On ne peut pas faire tout seul décider, puisque nous sommes dans une logique de développement durable. C'est avec un ensemble de personnes qu'on travaille, et y compris
la place des familles dans ces conférences et dans ces réseaux que nous devons tisser. Et on voit bien, nous... En tout cas, quelle serait la mesure urgente, la mesure la plus rapidement prise, une fois aux affaires, comme vous dites, pour lutter contre les causes sociales de cette réalité? Et pour nos enfants, surtout. Mais ce qu'il y a à mettre en place rapidement, c'est rencontrer l'ensemble des acteurs qui ont ces responsabilités. Aujourd'hui, c'est le département en partie, les communes en partie, les familles, les associations, de façon à répondre à l'urgence. Au niveau des aussi bien de. Mais en tant qu'adulte et en tant que politique, on ne peut pas accepter de voir des enfants dans des situations là, bien évidemment. Il est clair que le constat, on l'a tous fait, on est tous responsables, on a tous des familles, des enfants. Je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de parler la langue de bois. Le problème que nous avons, c'est le manque de moyens. Il y a des professionnels qui sont là, il y a des professionnels de terrain, il y a des familles qui accueillent, mais nous n'avons plus les moyens nécessaires qui conviennent aux besoins de notre territoire. Une population qui se... Exactement. Je crois qu'il faut arrêter d'incriminer les associations. Que faire? Il faut arréter d'incriminer les professionnels, les associations. Il y a des travailleurs sociaux. Exactement. Les moyens manquent. Là, on revient véritablement au problème de budget, non pas les moyens. Les personnes sont là, et je crois qu'elles sont à leur place, elles travaillent beaucoup. Mais malheureusement, il faudrait encore une fois adapter les professionnels aux besoins réels du territoire. Et quelque part, on le sait très bien, les budgets qui sont associés à nos besoins ne sont pas là. Il faut travailler aussi voilà sur les le sujet. Parce que lorsque vous travaillez sur une population officielle qui est de 234 000 habitants, alors que vous en êtes à 400 000 habitants, comment tout est faussé? Vous pensez qu'en Guyane, on en a 400 000 habitants? Oui, bien sûr. 400 000 mais oui. 300 000 disaient des candidats la semaine dernière. Comment pouvez-vous travailler? 100 000 de plus? Comment pouvez-vous avoir les dotations? Comment pouvez-vous avoir justement ce rendu sur le terrain? Puisque alors, est-ce que c'est pas là qu'il faut commencer? Est-ce que c'est pas là qu'il faut commencer? Pourquoi est-ce que les collectivités aujourd'hui n'ont pas commencé déjà, et je parle de la conseil général, conseil régional, avant la CTG, n'ont pas commencé peut-être par essayer de mettre en place, elles aussi, un véritable recensement de la population? Non, après, je crois qu'il y a des opportunités, puisque nous attendons maintenant la finalisation du pacte d'avenir que Hollande a annoncé, que Manuel Valls a annoncé, qu'on nous dit qu'il sera sans doute mis en place dès le début de l'année 2016, et notamment où il y a un volet jeunesse. Dans ce volet jeunesse, je pense qu'il y aura des solutions à apporter, trouver des moyens. Je pense qu'il faut... Moi, je crois que ce n'est pas le pacte d'avenir que nous allons attendre. Si nous non, mais c'est le Congrès. Il faut que le Congrès se saisisse de ces problématiques. Mais qu'est-ce que le Congrès rapporte? Le Congrès, on va discuter entre nous, on va se faire plaisir. C'est vous qui vous voulez discuter. Il y a 51 conseillers territoriaux, il y a maintenant les 22 maires, il y a les parlementaires, ils s'assureront et ils vont discuter de cette problématique, car maintenant, il y aura quand même un contre-pouvoir qui est fort, et ces problématiques-là devront remonter d'une manière... Non, mais Atis, il ne faut pas qu'on passe du temps on passe notre temps à discuter entre nous, alors qu'il faut trouver des solutions. Après, sur le contre-pouvoir, je ne sais pas où il est. S'il y a un contre-pouvoir, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est une contre-proposition avec un pouvoir qui est plus fort, que vous le vouliez ou non. Parce c'est la situation de la CTG aujourd'hui, il n'y a pas de contre-pouvoir. Maintenant, il y a une seule entité, et je pense que celle-ci, c'est le mérite d'avoir. Alors, constat unanime autour de cette table, les moyens manquent. Exact. Bien évidemment. Mais oui. Et ce matin encore, le Premier ministre laissait entendre que... Non, je disais, la question sera posée à Maëlie Carré. Que le pacte de sécurité prendra le pas sur le pacte de stabilité. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète forcément, et ça nous inquiète tous d'en arriver là. Forcément, puisque quand un pays tel que la France subit une telle dégradation sociale et qu'on se retrouve dans cette situation où on nous impose véritablement un état de fait, oui, pour moi, c'est quelque chose de fondamentalement inquiétant. Oui, tout à fait, avec une situation sud-américaine qu'on connaît aussi, hein, par rapport à l'immigration, par rapport des personnes qui s'installent. Il faut s'en occuper. On sait très bien que le recensement de 250 000 personnes est faux. Il y a sans doute 300 000, 350 000. Et il faut 300, 350, 400, oui, ça fait une différence quand même. Oui, on ne sait plus. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas 250. Moi, je suis pas... Ça, c'est sûr. Personnellement, je ne suis pas inquiet. Je ne vois pas en quoi le pacte de stabilité serait un avantage pour le développement de la Guyane. Le pacte de stabilité, c'est la restriction des dotations budgétaires. Le pacte de stabilité, c'est comment réduire le déficit de l'État, c'est-à-dire
moins d'investissement, moins de dotations pour les collectivités, moins de croissance. Mais moi, je dis, fallait-il attendre cette occasion pour qu'effectivement la France, et j'espère les collectivités locales, s'inscrivent dans une dynamique de développement. Nous avons des retards infrastructurels qui sont colossaux, nous le savons tous, dans tous les domaines, dans le domaine sanitaire, dans le domaine scolaire, socio-éducatif tout à l'heure. Et donc le pacte de stabilité n'a jamais été pour moi un élément positif pour la Guyane. Nous avons besoin justement de plus de moyens, d'un partenaire sur l'État avec plus de moyens la voix des parlementaires n'a pas porté parce que vous étiez parlementaire accompagner. Et vous n'avez pas réussi justement à faire passer ce message fort auprès du gouvernement. C'est bien dommage. Monsieur Ati-Jaïr. Oui. Non, mais vous étiez parlementaire. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le pacte de stabilité que j'ai officiellement critiqué, vous pouvez aller voir mes communiqués. Moi, je ne suis pas effectivement un parlementaire qui disait systématiquement oui. Parce que peut-être quelquefois, si je ne suis plus, ça arrangeait quelques-uns. Et donc, moi, j'ai toujours dit très précisément... Vous dites quoi que vous ne soyez plus parlementaire, ça arrange quelques-uns, c'est ça? Oui, ça arrangeait quelques-uns, Vous avez rang de parlementaire maintenant que vous êtes conseiller économique et social. Et à ce niveau, je vais continuer à dire effectivement que nous refusons le pacte de stabilité pour la Guyane parce que la Guyane a besoin de plus de moyens. Et puis après, il est trop facile aussi de dire que on ne peut rien faire. Alors pourquoi se battre aujourd'hui? Nous disons, et là je le dis parce que M. Ati-Jaïr me donne l'occasion de le faire, que le Conseil général, parce que nous étions cette fois-ci dans les compétences du Conseil général, n'a pas su prendre le dossier de la petite enfance, prendre le dossier de l'enfance en danger, mais également, comme on peut constater les déficits en matière d'accueil pour les personnes âgées comme une priorité, et dès lors se donner les moyens d'apporter de véritables... Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Je veux dire... Non, attendez. Attendez, être au débat... Attendez, vous savez que je sais faire. Attendez, est-ce que vous savez que je sais faire ce que vous faites? Vous empêchez de parler. Donc je sais le faire. Donc je sais le faire. Mais simplement... Attendez, Monsieur Jaïr, ce que vous faites là, je sais le faire. Messieurs, s'il vous plaît. Alors, je vous laisse parler, laissez-moi parler. Donc je disais que ce constat que nous avons fait par rapport aux personnes, aux jeunes, à l'enfance en danger, on peut aussi le faire. Vous savez que dans 10 ans, 12% de la population de la Guyane aura plus de 65 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les infrastructures pour accueillir ces personnes? Bien sûr que non. Mais alors, si on n'a pas les infrastructures pour les enfants, si on n'a pas les infrastructures pour les personnes âgées... Il y a 3 EHPAD mais qui sont insuffisants. Mais qui sont insuffisants. Attendez, je ne suis pas le seul à le dire. Qui sont insuffisants. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Mais légalement, c'est insuffisant. Mais légalement, c'est insuffisant. C'est le métier à domicile. Jean-Antoine Ati-Jaïr, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Par contre, monsieur Gaillou a essayé d'intervenir. Non, mais Jean-Étienne ouvrait la brèche sur le nombre de personnes âgées et des EHPAD. C'est vrai que la Guyane, on connaît la pyramide des âges, nous sommes une société très jeune. Mais pendant que moi j'ai 57 ans, dans 20 ans j'aurai 77 ans, je ne sais pas si je vais pouvoir rester chez moi, monsieur Ati-Jaïr. Donc effectivement, il manque de structures d'accueil aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à le dire. Il manque de structures d'accueil, aussi bien à Saint-Laurent qu'à Sinnamary, qu'à Cayenne. C'est une évidence. On a une société jeune, mais qui vieillit et qui va produire des personnes d'un certain âge. Donc là encore, c'est une opportunité pour nous de former sur les métiers d'aide à la personne, où il y a vraiment une filière. Et vous savez, pas suffisamment, parce que vous savez que les métiers qui seront les plus demandés dans les années à venir, ce sont ces métiers-là, effectivement. Nous avons commencé par la petite enfance et par les enfants en danger, mais nous sommes arrivés aux personnes âgées. Finalement, on est resté beaucoup dans le volet social. On va parler maintenant... Parce que l'être humain est au cœur de notre projet de société. Bien sûr, quel que soit son âge, on est d'accord. J'apporte cette précision. Monsieur Antoinette, on est d'accord et sans caricature, évidemment. Madame Félix, au niveau des personnes âgées... C'est quand même la délocalisation de ces lieux d'accueil. Je crois qu'effectivement, si Cayenne est doté,
on peut quand même s'inquiéter. Seule Cayenne n'a pas des personnes âgées. Il y a des personnes âgées à Saint-Laurent-du-Maroni, ailleurs, qui ont besoin aussi d'être accueillies. À Saint-Laurent, il n'y en a pas. Oui, mais... On va parler encore des humains. Exactement. Alors, et sur le fleuve aussi. On va refaire même parce que le fleuve aussi a besoin d'accompagner ces personnes âgées. Une maison de retraite dans les savanes. S'il vous plaît, on va refermer un petit peu ce volet social, quoique il peut le devenir. On va parler du lendemain de l'élection. Il y a une problématique dont aucun président ne pourra faire abstraction, quel qu'il soit et quelle que soit sa tendance politique, président ou présidente. Chez nous, c'est évidemment. On va parler de la gestion du personnel. Plus de 3000 agents dans la future collectivité unique avec des régimes indemnitaires différents et des salaires qu'il va falloir harmoniser vers le haut. Là, ceci est acquis. Selon les calculs, il faudrait 10 millions d'euros au moins pour harmoniser tous ces salaires. Là encore, José, bien des questions se posent. Eh oui, 10 millions d'euros, bien évidemment, pris sur le budget de la future CTG. Alors, on sait, vous n'êtes pas tous d'accord sur la manière de procéder. Quoi qu'il en soit, comment comptez-vous faire pour éviter des grèves, des conflits sociaux majeurs, et ce, dès janvier prochain? Si vous me donnez la parole... Les syndicalistes annoncent déjà qu'ils sont prêts. Bien volontiers. Je tiens simplement à préciser, une petite précision, si vous me permettez. Ceux qui avaient plaidé pour cette fusion avaient fait campagne aussi en disant qu'ils allaient obtenir une enveloppe exceptionnelle pour accompagner cette fusion. Je constate qu'aujourd'hui, cette enveloppe exceptionnelle n'existe pas. Et en particulier, le président sortant de la région, rappelez-vous, de ces interventions, même la ministre à l'époque, Marie-Louise Panchard, avait dit « Votez pour cette fusion, l'article 73, l'État va vous accompagner ». Donc, vous avez raison, la fusion, dans un premier temps, va générer une augmentation des coûts, parce qu'il faudra harmoniser. Or, ils ne vont pas harmoniser par le bas, ils vont harmoniser par le haut. Malheureusement, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Vous apportez ce chiffre de 10 millions d'euros, je ne sais pas d'où il sort, parce qu'à ce jour, la région fut incapable de nous dire, cette commission mixte, était capable de nous dire quel sera cet impact. Il y avait une réunion qui était prévue en Martinique, puis qui n'existe plus, parce qu'ils sont dans l'incapacité de nous chiffrer réellement ce coût. Nous avons dit très précisément que nous allons mettre en place une conférence sociale. Alors, je crois que maintenant, ce terme était repris un peu partout. Madame Létard, dès sa conférence de presse, a annoncé ce concept de conférence sociale. Il s'agira effectivement de composer, de faire de la cogestion, je dirais, quelque part, avec les syndicats, pour voir comment, non seulement nous allons prendre en compte... avoir du bon parfois. Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'effectivement, il faut que cette collectivité ait de l'ambition. Il ne s'agira pas simplement de dire on va se mettre ensemble dans le même sac, parce que nous allons aussi imposer un redéploiement de ce personnel sur l'ensemble du... Qu'avez-vous à dire à ces salariés inquiets? Très précisément, c'est ce qui nous intéresse. Très précisément que ces salariés seront effectivement des acteurs. Parce qu'il faudra rapidement mettre en marche cette collectivité territoriale. Il faudra la mettre en marche avec qui? Mais avec les employés, tous les employés. Donc il faudra les associer. Donc nous prenons l'engagement que durant les 100 premiers jours, régulièrement, nous allons mettre en place des réunions avec les syndicats. Et pourquoi ne pas ouvrir aussi cette question avec l'ensemble de la population, quand il s'agira de questionner la population sur certains points. Et combien de temps vous allez prendre pour harmoniser tout ça? Nous avons dit 100 jours, parce que malheureusement... 100 jours pour discuter avec les syndicats, ça ne veut pas dire 100 jours pour faire. 100 jours pour faire, parce que malheureusement... C'est plus de 3 mois, les personnes mais malheureusement, ceux qui étaient en place durant 5 ans et qui avaient comme seul objectif de mettre ça, de le faire, ne l'ont pas fait. Nous prenons l'engagement que durant 100 jours, nous allons mettre en place un dispositif de conférence sociale. Les syndicats nous allons associer les syndicats, nous allons associer le personnel, parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, il y a des risques importants. La pratique du président du Conseil général, durant 7 ans et demi, a été le dialogue social. Il y a eu 3000 agents qu'a dirigé le président Anne Cheng-Yong. Aucune grève manifeste dans une collectivité aussi importante. Donc le dialogue social sera de toutes les façons
une de ses vertus en ce qui concerne le personnel. Le personnel, pour nous, c'est le personnel de la collectivité territoriale. Il n'y a plus de personnel du conseil général ou le personnel du conseil régional. C'est le personnel de la collectivité territoriale. Nous allons créer une dynamique, un état d'esprit afin justement de pouvoir, comme vous l'avez dit, valoriser ceux qui doivent l'être. Et donc, on ne Sauf pourra... que vous nous répondez dialogue social. Là, on vous pose la question. Mais il faut le dialogue social pour, on est d'accord. Pour pouvoir arriver. On est d'accord, mais là, on vous pose la question des salaires. Des salaires. En combien de temps vous allez pouvoir harmoniser tous les salaires? En combien de temps est-ce que les agents, les ex-agents du Conseil général pourront dire « Je suis aussi bien rémunéré que si j'avais été à la base un agent du Conseil régional ». Justement, de pouvoir harmoniser les salaires qui pourra justement permettre aux agents de comprendre... En combien de temps? 100 jours, dit M. Antoinette, combien de temps? Non, moi, je n'ai pas 2 jours à donner, ça c'est faire rêver les gens. Moi, je dis que c'est le dialogue social qui fera comprendre aux agents qu'ils appartiennent à une collectivité qui sont le parti de l'administration. Nous nous sommes engagés sur 100 jours. M. Antoinette, s'il vous plaît, madame... Je crois qu'il ne faut pas oublier, alors en dehors du personnel, évidemment, qui doit être acteur de ce changement, de cette révolution, il faut le dire, puisque cette fusion administrative va nécessiter, je pense, plusieurs positionnements. Nous, notre volonté, déjà dans un premier temps, c'est de n'écarter personne et surtout de ne pas créer de conflits, de hiérarchie entre les personnes qui vont fusionner dans les services. Notamment pour ceux qui doublonnent Absolument. Et on a une idée très précise là-dessus. Et notre première proposition, c'est de ne pas hiérarchiser les doublons dans un premier temps pour éviter justement... Comment vous allez faire ça? Mais très sincèrement, nous y avons pensé. Nous proposons la chose suivante. Au sein d'un même service, je vous propose le service DRH. Nous souhaitons spécialiser un DRH dans les recrutements, l'autre DRH dans les plans de carrière, dans la retraite d'ailleurs. Et ensuite, une fois... Répartition des compétences. Absolument. Une fois que ces compétences... Vous permettez, M. Antoinette, que je fasse mes propositions? Une fois que ces compétences seront données, je crois qu'il nous permettra, nous, en tant que politiques aussi, d'être observateurs, de voir comment les choses fonctionnent et comment les gens se positionnent pour évoluer à des postes hiérarchique cette fois-ci, puisqu'il faudra bien à un moment donné coordonner. Dans un deuxième temps, je crois qu'il ne faut pas oublier l'ARACT. L'ARACT est là aussi pour donner une impulsion à ce changement, à cette révolution, aux côtés des syndicats du personnel. Et nous comptons véritablement se servir de cette instance pour faciliter ce passage qui va de toute façon être difficile. 3000 personnes qui vont se retrouver, qui vont devoir penser ensemble, c'est faire fusionner des cerveaux. Et on sait que ce sera un moment difficile à gérer. Oui, ça va être très difficile. Si vous prenez notre programme, l'axe 1 qui définit, qui dit cultiver une nouvelle gouvernance basée sur l'éthique, la nouvelle gouvernance, elle va se baser sur 2 points. Une nouvelle gouvernance administrative et une nouvelle gouvernance politique. Sur la nouvelle gouvernance administrative, nous sommes tous d'accord pour dire que ça va être difficile. Parce que nous allons mettre à côté 2 collectivités qui n'ont pas eu les mêmes missions, où il faudra apprendre à travailler maintenant sur une nouvelle collectivité qui sera plus une collectivité de mission. Le Conseil général, c'est plus une collectivité de service. Il faudra donc apprendre à travailler autrement. Là, il faudra faire les deux, de toute façon. Il faudra faire les deux. Nous avons prévu de renforcer les comités techniques paritaires, s'il faudra travailler avec les partenaires sociaux. Nous avons prévu dans notre projet également que la CTG soit au plus proche des citoyens, d'utiliser également les structures du Conseil général qui sont déjà sur place. Nous n'allons pas imposer un redéploiement sur le territoire, mais il faudra discuter avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions. Alors quand vous parlez de doublons également, il faudra proposer aux agents sans doute d'autres postes. Il faudra former les agents. Je crois que nous avons des agents qui sont performants, qu'il s'agisse de la région ou du département. Nous avons des cadres performants. Nous avons besoin d'eux pour réussir le projet de société que nous proposons. Donc il faudra qu'ils nous accompagnent et vice-versa. Il faudrait qu'on... Sauf qu'on a quand même une difficulté justement au niveau des cadres, avec beaucoup plus de cadres A, par exemple, au niveau du Conseil régional, et un peu moins, beaucoup moins au niveau du Conseil général. Nous, on a prévu de mettre en place un institut de formation pour les agents qui souhaitent changer de catégorie ou se former pour aller à un autre niveau. Mais est-ce que ça ne vient pas un peu tard quand on demandera à la future CTG d'être opérationnelle dès janvier prochain? Parce que du chantier. Mais sur le plan, rien ne change. Oui, rien ne change. Rien ne change. Ceux qui travaillaient dans les collèges continuent à travailler dans les collèges le 1er janvier. Ceux qui travaillaient dans les lycées continueront à travailler. Il ne faut pas non plus avoir cette schizophrénie, cette peur du changement.
puisque tout le monde restera en place, comme l'explique Mme Muriel Icaré, il y a peut-être des doublons au niveau des hauts cadres. Mais la mobilité du personnel, comment dirais-je, les missions qui étaient bien différentes à un moment donné, sauf la culture, le sport, qui étaient faites par les deux collectivités, mais toutes les autres missions étaient bien des missions différentes. Donc les gens vont rester non, mais en place. Bien, mais toutes ces réflexions qui seront menées... Mais attendez, il y a quand même eu des travaux de la commission ad hoc. Les services se sont présidés par M. Canavi et Chamsi. Mais oui, pendant 6 mois. Mais il n'y a pas qu'au niveau politique, parce qu'il y a eu aussi des réunions de concertation, de service à service, sont élus. Les services du sport du conseil régional, les services culture se sont rencontrés. Donc il y a un gros travail qui a été fait concernant les différents services, région, conseil général. Messieurs, en entendant vos différentes propositions, monsieur Antoine, je suis désolé, vous nous avez parlé de vos 100 jours déjà. D'accord, non, mais juste une proposition nouvelle, je veux dire. Très très vite alors, voilà, si vous arrivez. Après, il faut dire également aux cadres de cette nouvelle collectivité... Qui sont peut-être les plus inquiets d'ailleurs. Qui peuvent aussi aller travailler à l'intérieur des communes. Parce que qu'est-ce qu'on constate sur volontariat quand même. Il ne faut pas les imposer. Il faut qu'il y ait une mobilité. Il faut une mobilité. Un véritable travail de mobilité. Qu'est-ce qu'on constate actuellement? On constate que les collectivités, les communes, font appel à des cadres qui sortent de l'extérieur. On peut effectivement proposer un redéploiement... Certaines collectivités de Cayenne le font aussi de toute façon. Des mutations. Alors, messieurs, dames. Absolument, je veux dire que donc il faut donner... Mais les deux collectivités territoriales aussi font venir des personnes de l'extérieur, monsieur. C'est vrai? Vous avez des exemples? Il y en a. Non, mais il faut qu'on apprenne à recruter aussi. Vous parlez uniquement des communes. Alors, le messieurs, Conseil dames. général en la matière est une des collectivités qui recueille le plus de on retiendra en tout cas que vous étiez tous les quatre d'accord sur le dialogue social qu'il va falloir renforcer pour pouvoir parvenir à harmoniser les choses. On en arrive tout doucement à la fin de ce... Eh oui, ça va vite. À la fin de ce débat, nous avons passé plus d'1 heure ensemble. Au terme de ce débat, nous vous proposons de vous exprimer les uns après les autres face caméra, face à vos téléspectateurs, face à vos électeurs peut-être. Vous avez 40 secondes chacun et selon le tirage au sort que nous avons effectué juste avant le début de cette émission, c'est vous, monsieur Antoinette, qui commencez. Je serai très court. En fait, vous avez 40 secondes, de toute façon. C'est davantage une invitation. D'abord, inviter l'ensemble de la population de la Guyane à nous rejoindre samedi à 18h dans un hôtel que je ne sais pas son nom, où Mme Létard va présenter sa liste et surtout son programme. Demander aussi aux habitants d'être très vigilants par rapport à la campagne qui sera menée dans les différentes sections. Je pense à Laurent Mondé au niveau de l'OIAPOC, je pense à Claude Véraud au niveau de Macoria, je pense également à M. Pavon, Basmana, qui a des propositions nouvelles, et à M. Saint-Aude également, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, ce n'est pas une conclusion, c'est surtout une invitation à nous écouter, une invitation à entendre et à comprendre et à partager notre programme. Merci. Parce que nous sommes convaincus que nous proposons une tête de liste nouvelle, compétente, dynamique, Mme Lynne Létard. Donc c'est une invitation. Merci, monsieur. Tatiana Laguerre, Myrta Jean-Baptiste, Rosange Firmin, Annie Robinson, Claude Changalong, Arnaud Fulgence et Alain Chenglong, vous êtes dépositaires du projet pour une Guyane audacieuse. Soyez humbles, fiers et respectueux, nous paraît. Voilà, c'était court et concis. J'ai oublié François Descamps. Madame Icaré, c'est à vous. L'Union Guyane donc, invite l'ensemble de la population. L'Union Guyane souhaite véritablement ressouder la droite et le centre droit guyanais. Nous vous invitons donc dimanche à partir de 11h dans un lieu à Rémire-Montjoly qui se trouve chemin Constant-Clore, que nous ne préciserons pas. Je crois qu'il est temps que la droite en Guyane, que le centre droit se retrouve. Et à ce titre, j'invite toute la population guyanaise à venir faire la connaissance de notre nouvelle équipe, puisque la Guyane a besoin de nouvelles têtes dans la collectivité territoriale. Et pour conclure, José Gaillou. Électrices et électeurs de Guyane, le 6 décembre, vous aurez à faire un choix crucial. Chantal Berthelot vous invite et toute l'équipe de sa liste à cultiver la Guyane, cultiver une nouvelle gouvernance, cultiver une autre façon de faire de la politique, cultiver un aménagement du territoire différent, cultiver un axe social solidaire et cultiver un développement économique responsable. Nous voulons qu'une présidente soit à la tête de cette nouvelle collectivité, une personne
qui, jusqu'à aujourd'hui, a démontré qu'elle était une personne compétente, une personne engagée, une personne qui a fait ses preuves aujourd'hui en Guyane. Et nous vous demandons, le 6 décembre, de voter massivement pour Chantal Berthelot pour qu'une femme puisse diriger cette collectivité territoriale de Guyane. Merci, M. Gayoux, Mme Icaré, merci. Atis Jaïr, Jean-Étienne Antoinette, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission et d'avoir joué le jeu de Politique.Guyane. José, que retiendrons-nous de ce débat? Déjà des débats vifs, des débats argumentés. Et on souhaite que la tendance se poursuive jusqu'à la fin de la campagne, jusqu'au 3, puisque c'est le jeudi 3 que nous allons clore cette campagne, entre guillemets, de débat, de face à face. Donc merci encore aux uns et aux autres d'avoir joué le jeu ce soir. Et on aura l'occasion de vous retrouver, vous ou vos colistiers, encore pendant 2 semaines dans ce rendez-vous Politique.Guyane. Merci à vous, téléspectateurs, de votre fidélité. Exceptionnellement, et pour compenser le débat annulé en raison du deuil national, on se retrouve dès demain, 20h, pour une nouvelle émission et avec de nouveaux candidats. Très, très bonne soirée à tous. 4 autres invités. Et restez bien sur Guyane Première, bien sûr.